Bon, alors on commence. Eh bien, rebonsoir tout le monde. Donc, il y a presque 2 ans maintenant, avril-mai 2019, c'était mon premier chemin et pour l'instant, c'est le premier et le dernier. Je pensais en faire un autre cette année, mais ça n'a pas marché, bien sûr. Alors, j'ai choisi, comme disait tout à l'heure André, c'est un chemin qui n'est pas très fréquenté. Je l'ai choisi pour ça. J'avais regardé les statistiques, il y avait en moyenne 1500 personnes par année sur ce chemin. Si on compare à la voie du Puy, qui compte entre 50 et 60 000 personnes, et ne parlons pas du Camino Frances, qui en a 250 ou 300 000. Alors, j'avais choisi pour ça. Je n'avais pas envie de marcher en troupeau. Bon, alors, essentiellement, pour ceux qui le voient bien, c'est un peu petit, mais enfin, on parle de Arles, près de Marseille. On passe par les grandes villes que sont Montpellier, Toulouse et Pau. Et moi, je me suis arrêté à Pau parce que j'allais chez des amis qui m'ont ensuite ramené à Toulouse pour prendre l'avion. À l'époque, il y avait Air Transat, je ne sais pas si ça va exister encore, mais il y avait un vol direct de Montréal à Marseille. Et quand on sort de l'aéroport, à 50 mètres en face, il y a une petite navette qui nous amène à la gare. La gare est elle est toute proche, elle est à 5 minutes de navette, et la navette est gratuite. Et puis évidemment, quand on arrive à Marseille, beau soleil, beau ciel bleu, ça changeait un peu du temps à Montréal. Alors, l'aéroport se trouve ici, il n'est pas à Marseille, il est assez loin de Marseille d'ailleurs. Et en 35-40 minutes, on arrive à Arles ici. Il y a un ou deux arrêts selon les trains. C'est très rapide, c'est pas cher et c'est pas la peine de réserver. Moi, j'avais rien réservé du tout. Et on était très peu nombreux dans le train de toute façon. Mais ça s'est très bien passé. Ma première nuit à la maison du pèlerin et du routard à Arles, c'est très bien placé. Ça ne peut pas être plus central que ça. C'est juste à côté des arènes, au centre de Arles. C'est un petit peu cher, 25 € la nuit. C'est correct, c'est propre, mais c'est petit. Pour vous donner une idée, on était dans une chambre qui faisait, à mon avis, 12 pieds par 14 ou 15, dans laquelle il y avait 3 lits superposés. On était 5. On était 5, donc c'était un peu. Il n'y a rien nulle part pour déposer son sac ou ses affaires. Tout est sur le lit. J'ai dormi avec mon sac au pied, mes vêtements accrochés sur le lit. Enfin bon, il n'y a aucun endroit. De plus, alors donc, tout ça pour dire que si vous trouvez autre chose que cette maison du pèlerin et du routard, allez voir, parce que moi, j'ai trouvé que c'était un peu difficile. D'autant plus que ce ne sont pas tous des pèlerins. C'est comme une auberge de jeunesse un peu. Il y a des jeunes. Et notamment dans notre chambre, un jeune Italien qui est rentré à minuit, lui, il ne faisait pas le chemin. Il a réveillé tout le monde et ça ne faisait pas 10 minutes qu'il était couché que son téléphone a sonné et il répond. On l'a sorti de la chambre presque manu militari. Voilà pour la première nuit. Après la première nuit dans l'avion, la deuxième là n'a pas été très bonne non plus. Mais j'ai pris du courage après ça. Ma première constatation sur ce chemin, et après l'avoir fait, c'est un chemin fleuri. Il y a des fleurs partout. C'est vrai que j'ai commencé à marcher le 15 avril et c'était fleuri. C'est vraiment un printemps magnifique dans cette région. Toutes sortes de fleurs, de toutes sortes de couleurs. Il y en a tout le temps. C'est exceptionnel. Le thym en fleurs. Le thym et le romarin, on marche dessus, on traverse des buissons de romarin, c'est fleuri, ça sent bon, toute la campagne sent. La Provence, comme ils disent, la Camargue. La fameuse glycine en fleurs. Je ne sais pas si ça existe ici, j'en ai jamais vu, mais là-bas, il y en avait plein. Je ne sais pas ce que c'est. Il y avait un champ immense de fleurs bleues comme ça, et on passait à travers le champ. Il y avait un sentiment de traverser ce champ. C'était magnifique.
Et même à Toulouse, au centre de la place, centre de la ville, la place du Capitole qui était fleurie elle aussi. Les gîtes maintenant. Bon, comme c'est un chemin qui est effectivement pas très fréquenté, oui, il y a des gîtes, il y a ce qu'il faut, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Et si on tient absolument à aller dans un gîte dit communal ou municipal, bon, ben, oui, c'est possible, mais il faut adapter à ce moment-là ces étapes. On est parfois obligé de faire un peu plus long ou un peu plus court qu'on souhaiterait. Dans mon cas, je souhaitais rester entre 20 et 25 kilomètres, mais à deux reprises, justement à cause de cette question de logement, j'ai dû faire 2 jours de plus de 30 kilomètres, 33, 34. Bon, je trouvais ça un peu difficile. Et à l'opposé, parfois, 15-16 kilomètres seulement. Bon, c'est un peu l'inconvénient. Il y a bien sûr des chambres d'hôtes qui sont beaucoup plus chères que je ne suis jamais allé. Et si on tient donc aux gîtes communaux, c'est un peu plus compliqué pour le logement. Je montre ici trois exemples. À gauche, la pose du pèlerin. N'allez jamais là, à moins que ça ait changé beaucoup. Mais c'était mon premier. Après la première journée de marche, on arrive à Saint-Gilles et moi je vais à la pose. Aïe, aïe, c'est horreur. C'est une horreur. C'est sale, c'est sans dessus. C'était, ça a peut-être changé, hein, peut-être que l'année prochaine, ce sera mieux. La COVID sera passée là-dedans. Mais bon, c'était affreux. À l'extrême droite, à l'opposé, c'est un gîte communal à Languevin, après Toulouse, où j'ai payé le moins cher, 8 euros, et c'est super. C'est très bien équipé. Il y a 2 salles de bain, il y a une cuisine équipée de tous les appareils. Enfin bon, je ne sais pas comment ils arrivent à 8 euros, mais ça a l'air que ça marche. Et au milieu, un autre exemple que j'ai beaucoup aimé, c'est privé, là, ce n'est pas communal, c'est privé. Et il y avait un excellent restaurant et j'ai eu une chambre. J'ai payé un peu plus cher qu'ailleurs, une quarantaine d'euros, mais pour un excellent souper au restaurant, un bon petit déjeuner, une chambre individuelle. Alors, ça varie beaucoup d'un gîte à l'autre, effectivement. À quelques reprises, je suis allé dans des gîtes privés à la campagne. Ce n'est pas des chambres d'hôtes, hein, ça reste dans des prix très raisonnables, autour de 35 euros pour la demi-pension. Et celui-là, notamment la Goutille, qui est dans un endroit magnifique. Ça ne paye pas de mine à l'extérieur, mais tout l'intérieur a été rénové, comme à l'époque, restauré, disons. Et c'était superbe. Et comme il faisait encore très beau, on n'était que 4 et on a pris une bière sur les marches que vous voyez là. C'était super sympathique. La Goutille, à ne pas manquer, près du canal du Midi. Une autre qui était très sympathique aussi, la Passerelle. Justement, il faut traverser une passerelle pour arriver là, c'est bien nommé. Et très, très sympathique aussi, la personne qui tient ce gîte connaît à peu près tous les chemins. Elle a fait des dizaines de milliers de kilomètres sur les chemins. Et elle a justement ouvert un gîte de pèlerins pour partager avec les pèlerins parce qu'elle aime en parler. Elle a une bibliothèque où il y a à peu près tous les livres du monde sur les chemins de Compostelle. C'était très bien, là, la passerelle. Et en plus, c'était probablement le moins cher de toutes les demi-pensions. On a payé seulement 30 euros avec un excellent souper, un bon petit déjeuner avec des confitures maison. Bon, enfin. Et un jardin aussi qui était très pratique pour faire sa lessive. Heureusement, il faisait bien sûr soleil. On a pu étendre notre linge partout. Un gîte un peu spécial, celui-là, l'abbaye d'Ancalca. Alors là, on voit l'abbaye des moniales, des religieuses. C'est assez bizarre parce qu'à 500 mètres de là, de l'autre côté de la route, il y a aussi une abbaye avec des moines. Alors, on soupe chez les moniales et on dort chez les moines. Il faut traverser, il faut faire à peu près 500 mètres. Mais c'est très sympathique. On était très bien logés. Les petits dortoirs, on était très peu nombreux. Moi, j'étais tout seul dans un dortoir de 4, alors c'était comme une chambre privée. Variété de gîtes. Alors, bien sûr, ça vous montre toute l'intimité qu'il y a dans ces gîtes, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Mais j'aime aussi ces 4 photos pour montrer que partout, il y avait un oreiller et des couvertures. Bon, les couvertures étaient en général propres, pas forcément toujours. Donc, ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir un sac de couchage. Bon, il y a une ou deux fois où j'étais bien content de l'avoir quand même pour ne pas utiliser les couvertures. Mais en général, c'était bien. Et parfois, on a des surprises comme ça, une cuisine bien équipée.
Je ne me rappelle plus où c'était, mais la cuisine était très bien. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis, on a passé une très bonne soirée. On était 5 ou 6, une demi-douzaine, oui, là-dedans. On a fait un bon souper. Les pèlerins. Je vous ai dit que j'ai choisi ce chemin parce qu'il n'était pas très fréquenté. Mais en même temps, les rares fois où je me suis trouvé seul, c'est arrivé à 2 ou 3 reprises, mais ça me manquait. La présence des autres me manquait. Et bon, donc, seul, mais pas la solitude. Ici, c'était aussi assez spécial. Ce soir-là, il faisait froid et humide. Et le propriétaire du gîte, c'est un gîte de pèlerins privé, le propriétaire nous a invités dans sa maison. Alors, les chambres n'étaient pas là. Les chambres étaient dans des anciennes écuries. Il était très, très humide. Alors, il nous a invités dans son salon et il nous a fait un bon feu. Il nous a servi des tisanes et des cognacs. On a passé une très bonne soirée. On était quelques-uns. Voilà les pèlerins avec l'ambiance. Alors, celle qui est en train de faire les pastas, c'est une vraie italienne, Elisa. Et elle nous faisait des pastas quand elle était à l'étape avec nous. On lui achetait les ingrédients, puis elle nous faisait des pastas carbonara tous les soirs. C'était super. Plus quelques bouteilles de vin. Ça, c'est des photos que je ne voulais pas vous montrer. C'est les jours de pluie. Et encore les pèlerins, on noue bien sûr des contacts et des relations. Moi, je garde de très bons souvenirs de ces trois-là avec qui j'ai marché souvent. Alors, il y a un Français, un Réunionnais et un Allemand. C'est très sympathique. Les paysages. J'ai parlé des fleurs, c'était fleuri et tout, mais les paysages aussi sont magnifiques. Et bien sûr, très variés parce qu'on passe par diverses régions, si on veut. Alors ici, c'est absolument splendide. C'était avant d'arriver à un village qui s'appelle Saint-Guilhem-le-Désert, qui est réputé, qui est magnifique. Et là, justement, on quitte Saint-Guilhem et on monte dans la montagne, dans le Haut-Languedoc. C'est très, très beau. Les 3 ou 4 derniers jours du périple, moi, je me suis arrêté à Pau, donc je n'ai pas tourné vers ces Pyrénées qu'on voit là. Mais les 3 ou 4 derniers jours, j'ai eu toujours les Pyrénées comme ça en fond de Seine, qui étaient enneigées à moitié. C'était absolument magnifique à voir. J'ai eu ça pendant au moins 3 jours. Les chemins. Oui, il y a un petit peu d'asphalte par moment, c'est assez rare. Il y a quelques sentiers, de vrais sentiers là, dans la montagne qui sont parfois un petit peu difficiles, mais la plupart du temps, ce sont des chemins comme ça, des chemins de pierraille. Bon, surtout au début, la première semaine, je crois que ces photos-là datent toutes de la première semaine, donc c'est très agréable. Là aussi, chemin entre les vignes, les feuilles commençaient à peine à sortir, c'était au printemps, les vignes, on n'était pas encore prêt à faire du vin. Une variété de chemins. Et celui-là, quand on arrive au canal du Midi et qu'on marche sur le côté comme ça, c'est ce qu'ils appellent le chemin de halage. C'est magnifique de longer ce canal. Alors, il y a deux chemins. Il y en a un qui passe à l'intérieur et qui ne passe pas le long du canal. Ils appellent ça, je crois, le chemin historique. Ne le prenez pas. Allez vraiment marcher le long du canal parce que c'est splendide. Et on peut arriver à Toulouse en marchant comme ça. Jusqu'au centre de Toulouse. Bien sûr, plus on se rapproche du centre de la ville, plus il y a de vélos, de patins, de voitures aussi, non pas sur le chemin, mais dans les rues à côté. Mais on arrive jusqu'au centre de Toulouse comme ça. Par contre, pour sortir de Toulouse, là aussi, je dormais chez des amis qui m'ont amené à la sortie de Toulouse parce que c'était beaucoup moins agréable pour sortir que pour rentrer. C'était pas, on longeait plus le canal, enfin pas très longtemps. Le fameux chemin de halage. Alors, la première semaine,
peu près. Il y en a qui font ça plus vite, il y en a qui font ça en 5, 6 jours. Moi, j'ai dû en prendre 6 ou 7, je ne sais plus. Et de Arles à Saint-Guilhem-le-Désert, c'est relativement plat, c'est facile, c'est agréable à marcher. Ce sont des chemins comme ça. C'est vraiment une promenade. À part le sac à dos, c'est une promenade. La deuxième semaine, après Saint-Guilhem-le-Désert, on rentre dans le parc régional ou national, je crois que c'est régional, le parc du Haut-Languedoc. Alors là, c'est plus accidenté, c'est plus sauvage bien sûr, mais c'est magnifique. C'est absolument magnifique. J'ai encore en mémoire le matin, quand j'ai quitté Saint-Guilhem-le-Désert assez tôt, et le chemin que j'ai pris là, à droite était encore un peu dans l'ombre, mais les montagnes, le soleil touchait les crêtes et qu'il fallait monter jusque là-haut. Mais c'était super agréable. Et cette fois-là, j'avais fait transporter mon sac et j'ai bien fait. La troisième semaine, bon, il y a plus de villages, c'est plus civilisé, on longe le canal du Midi, on traverse des villages médiévaux comme celui de droite. C'est beaucoup plus civilisé. On a quitté le parc régional et il y a de très beaux. Après Toulouse, bon, moi, j'ai marché pendant 25 jours, donc un petit peu plus que 3 semaines. Après Toulouse, on rentre dans le Gers. C'est là qu'a été tourné le film Le Bonheur est dans le pré. Et c'est une succession de paysages très doux, très vallonnés. Mais en même temps, il n'y a pas trop de monde non plus. C'est des fermes un peu isolées, des petits villages par-ci, par-là. Une région superbe, vraiment. De toute façon, il y a une région qui est moche dans ce coin-là, je pense pas. Elles sont toutes belles. Je vais m'arrêter ici. Après, je me suis arrêté à Pau. Mon ami m'a ramené à Toulouse et retour par Air Transat vers le confort qu'on apprécie beaucoup en arrivant chez soi. Je crois que j'ai encore quelque chose ici. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est bien lisible pour tout le monde, ça? Oui, je pense. Alors, quelques conseils. À moins de marcher en été, moi j'étais là au mois d'avril, c'est pas la peine d'apporter beaucoup d'eau. Moi, 1 litre et demi, c'était largement suffisant. D'autant plus qu'il y a des fontaines. C'est marqué sur les guides, les endroits où il y a des fontaines. Puis s'il n'y a pas de fontaine, allez dans un cimetière. Il y a toujours un robinet d'eau potable en général dans les cimetières. Mais j'ai jamais eu besoin de plus qu'1 litre, 1 litre et demi. Je répète, des couvertures, des oreillers dans tous les gîtes. Le sac de couchage n'est pas absolument nécessaire. L'autre difficulté qui doit exister un peu dans toutes les régions en France, dans ces petits villages, les épiceries sont fermées quand il y en a une. Il y en a toujours une en général. Elle est fermée l'après-midi. Alors, j'ai mis entre 13h et 15h30, mais parfois ça peut être midi et demi, 16h. Et c'est l'heure à laquelle on arrive, à peu près à la fin de l'étape. On arrive au gîte vers 15h. L'épicerie est fermée. Il faut attendre 4h ou 4h30, ça dépend des endroits. Et parfois, la boulangerie est fermée aussi, mais il y a du pain à l'épicerie. Enfin bon, c'est pas toujours évident de se ravitailler facilement. J'ai réservé des gîtes, même si c'était des gîtes communaux, la veille ou l'avant-veille, mais j'ai qu'une fois où j'ai couché dans un gîte qui était plein. Toutes les autres fois, il y avait de la place, donc ce n'était pas nécessaire vraiment de réserver. Le balisage est assez bien, mais soyez vigilants parce qu'il est très varié. Et parfois en haut, parfois en bas, parfois les distances sont assez grandes. Je crois qu'il y a d'autres chemins comme celui du Puy qui sont mieux balisés, mais enfin, ça va. Si on fait attention, on ne se trompe pas trop. Les prix, je ne sais pas comment ce sera cette année ou l'an prochain, mais j'ai payé 12 à 15 euros la nuit dans des gîtes communaux, sauf un où j'ai payé 8 euros, qui était le meilleur, et entre 32 et 35 la demi-pension dans les gîtes privés. Il y en a un où j'ai payé moins 30 et celui où il y avait un restaurant, j'ai payé 40 ou 42. Donc, c'était relativement bon marché. Ça ne dure pas longtemps, 40 ou 50 secondes, marcher avec moi.